collaborateurs sont d'accord, bien sûr. Bon, François, je te laisse... je continue alors, très bien. Oui, je continue. Alors, la première intervenante est donc Françoise Saurin. Bonsoir. Voilà, alors merci de me permettre de vous présenter ce petit cas clinique qui va faire que nous allons descendre des hautes sphères des sportifs de compétition. Pour quand même rester dans les airs, si j'arrive à trouver mon diaporama, pour vous parler d'une syncope chez un pilote du LM. Voilà. Donc c'est un patient, Monsieur S, qui est né en 1951, qui est un instructeur du LM, qui est passionné de ça et qui passe sa vie dans son ULM. Il vient en fait pour un bilan de malaise avec perte de connaissance. Patient qui est hypertendu traité par du Préterax, qui a une hypercholestérolémie avec un LDL à 1,7 g par litre non traité. Il a des antécédents, je passe des antécédents non vasculaires. Il a déjà fait des malaises vagos avec perte de connaissance. Dans ce que j'ai retrouvé dans son histoire, quand il était hospitalisé en médecine il y a 2 ans, ces malaises étaient survenus à la messe et il avait été hospitalisé, il avait bénéficié déjà d'un bilan, électroencéphalogramme, Holter rythmique tensionnel normaux. Il avait eu aussi un Doppler des troncs supraortiques, une échographie cardiaque normale et un scanner qui avait mis en évidence une hypodensité compatible avec un AVC semi-récent. Il est sorti du service de médecine avec un traitement antihypertenseur par du Lercan et sur la lettre, il était écrit que la conduite de l'UMM restait peu indiquée, Monsieur S en étant averti. Bien évidemment, il continue sa pratique. Il a de temps en temps des petits malaises sans perte de connaissance. Et en fait, il revient il y a 5 mois via les urgences pour un nouveau malaise avec une perte de connaissance prolongée qui l'amène aux urgences. Donc à l'interrogatoire, il décrit qu'il se trouvait à plat ventre sous son appareil, qu'il a ressenti des douleurs épigastriques avant la syncope, des sueurs profuses, il tombe dans les pommes, il arrive aux urgences, et là, électro non modifié, on laisse partir avec un scanner cérébral programmé qui va venir faire quelques jours plus tard, où on ne retrouve pas de lésions ischémiques récentes ou anciennes, et simplement quelques plaques au niveau des TSA. Ce patient est anxieux, on a un ami commun qui me l'adresse pour une consultation de cardio, car bien évidemment, Monsieur S veut continuer à voler. Donc il a un examen, je le vois à la consultation, il a un examen normal, on reprend la même chose qu'en 2012, on rajoute une épreuve d'effort, parce que les douleurs épigastriques peuvent être des petits équivalents angino, on le sait, il fait 150 watts, 102% la FMT, il ne modifie pas son électro, et en période de récupération, et vous pouvez me croire, je ne l'ai pas apporté, il se plaint de sueur, il a des douleurs épigastriques, mais il n'y a aucune modification de la tension, aucune modification électrique. À Libourne, on a un chef de service qui dégaine vite, donc il passe sur la table de coronarographie et la coronarographie est normale. Et finalement, on finit l'examen par un tilt test sensibilisé à la trinitrine. Je tiens à vous préciser qu'avant de faire ce tilt test, depuis qu'il avait fait son malaise, le traitement par Préterax qu'il prenait avait été interrompu. Donc, pendant ce tilt test, et à peu près au bout de 50 minutes du tilt test, surviennent des sueurs et en fait, il tombe dans les pommes. Donc, syncope avec tension imprenable, associée à une bradycardie. La reprise de conscience est faite de façon progressive avec une remontée de la tension, mais une persistance de la bradycardie qui va même conduire le médecin qui était en présence de M. S pendant le tilt test à prescrire de l'atropine et même à lui faire un peu de Voluvec. Il va rester sous surveillance scopique pendant 12 heures parce qu'il reste un peu barbouillé, bradycarde, et en fait, donc, il sort avec un diagnostic de syncope vasovagale. Donc ça, c'était l'électrocardiogramme juste avant le tilt test. Vous voyez, un électrocardiogramme sans particularité. Pendant qu'il commence à faire son malaise avec la survenue d'une bradycardie, puis la perte de connaissance, donc voilà, la tension est imprenable à ce moment-là, et en post-tilt test, une bradycardie qui va perdurer pendant plusieurs heures. Voilà. Donc, en conclusion,
il sort sans traitement antihypertenseur et pas de recommandation précise sur la pratique de l'ULM, mais on lui suggère fortement d'arrêter. Depuis, donc, il voit toujours son médecin traitant, en fait, parce que les chiffres tensionnels sont remontés et son cardiologue traitant, l'a mis sous Ziperium. Et moi, il vient me voir régulièrement parce qu'il veut voler, mais qu'il a peur, il voudrait la bénédiction. Et moi, je ne sais pas, et c'est pour ça que je vous présente. Voilà, il m'a encore appelé il y a 2 jours, je lui ai dit, Monsieur S, on en reparlera la semaine prochaine. Donc, les questions qui me sont venues à l'esprit, alors déjà, au départ, je voulais faire une présentation qui était déjà prise, donc je me suis dit, je vais parler de ce Monsieur S et de sa syncope et de la faisabilité de la poursuite de l'IRM. De l'ULM, pardon. On s'est beaucoup moqué de moi en me disant mais l'ULM c'est pas un sport, il n'y a pas d'activité physique, on n'est pas dans l'ultra-train, etc. Donc ma première question c'est l'ULM est-il un sport? La deuxième question c'était l'étiologie de cette syncope, est-ce qu'elle est claire ou non? Est-ce qu'il y a des risques de décès ou d'événements cardiovasculaires liés à cette syncope? Quel est le traitement et doit-il poursuivre l'ULM? Alors l'ULM bien sûr est un sport. Il rentre dans la classification des sports aéronautiques. Il y a beaucoup quand même d'adeptes en France, puisqu'il y en a à peu près 15 000 en 2013. Il fait partie du classement des 10 sports les plus dangereux, puisqu'il est inscrit en 4e. Vous voyez qu'il y a 22 décès en 2013 en ULM, ce qui correspond à 9% des décès pendant la pratique du sport. Donc, la pratique sportive intègre, donc, dans le cadre de la Fédération française, elle est agréée par le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Elle bénéficie d'une délégation de l'État pour la gestion des activités de l'ULM dans la pratique sportive. Pour pratiquer l'ULM, il faut un brevet, il faut avoir un âge supérieur à 15 ans. Il n'y a aucune visite médicale spécifique. Un certificat médical est délivré, mais par tout médecin, mentionnant l'absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives. En France, il n'y a pas de nécessité de pratique régulière imposée aux pilotes pour le maintien de la licence, sauf s'ils transportent des passagers. À ce moment-là, ils doivent justifier d'une pratique récente de moins de 6 mois. Le carnet de vol n'est pas obligatoire, donc on a des recommandations qui sont différentes des avions. Il n'y a pas de minimum d'heures de vol, il n'y a pas de qualification montagne, il n'y a pas de certificat aéronautique. Et c'est au pilote d'estimer ses capacités. Françoise, est-ce qu'on ne poserait pas, on a pratiquement tous les éléments, oui. Est-ce qu'on ne poserait pas la question à la salle de savoir qu'est-ce qu'il ferait maintenant? Parce que, voilà, la FF Plume, effectivement, est très libre, elle a voulu garder cette liberté, ils l'ont eu. Donc, alors, on leur demande qui finalement autoriserait l'ULM. Waouh! Et qui le déclenchement des syncopes, c'est déclenché comment? Alors, la syncope actuelle a été déclenchée par la position du monsieur qui était en train de réparer son ULM. Il était à plat ventre sous son ULM dans une position comme ça. À la messe, il n'était pas à plat ventre. Il était à plat ventre. Il était comme ça. En fait. Et à la messe, ça lui est arrivé. Donc, et à la messe, il était en position debout. Voilà. Et c'est pour ça qu'après, effectivement, dans ce que je n'ai pas fait, dans ce que nous n'avons pas fait, c'est qu'il y a des équivalents de malaise chez des gens, chez les dentistes, hein, quand ils sont en hyperextension au niveau du cou, et que nous n'avons pas fait de massage sino-carotidien. Mais la position il le décrit très bien. Je crois que je n'aurais pas fait non plus. Alors, qui ne signe pas? Je crois que c'est assez clair. Moi, je ne signe pas. Alors, la suite. Alors, voilà, la suite, c'était, merci, vous avez répondu à ma question. Donc, effectivement, bon, pour l'étiologie de la syncope, j'avais posé la question, est-ce que cette étiologie est claire ou non? Est-ce qu'elle est à risque ou non? Bon, on va passer vite hein, sur les définitions, sur les différents types de syncope. Effectivement, quand on voit le patient, c'est une syncope réflexe, hein, qui est plutôt une syncope mixte, puisqu'elle a les deux composantes vasodépressives et cardio-inhibitrices, qu'on retrouve le facteur favorisant, qui a été la position, et puis les douleurs épigastriques, qu'elle a été précédée de prodrome. Voilà. Donc, les autres causes peuvent être facilement éliminées, je pense. Hein, on n'a ni élément orientant vers une syncope d'origine cardiaque, ni une syncope par hypotension orthostatique qui, vous connaissez, bon, une chute rapide de la pression artérielle systolique ou diastolique. Donc, voilà. Donc, c'est la syncope, le diagnostic est clair. Est-ce que c'est une syncope à risque? Dans la définition de la syncope à risque, en fait, c'est une syncope
dont la cause en cas de récidive peut conduire à la mort subite, mais sans rapport avec la perte du tonus postural. Donc on est dans une syncope réflexe, pas à risque. Et donc on a fait les examens qu'il fallait, enfin je pense, et ce patient, donc, pour l'instant, on a été obligé de lui remettre un traitement antihypertenseur, et voilà, moi j'étais, comme vous, favorable à l'arrêt de la pratique de l'ULM, sauf que depuis, ça va faire maintenant 9 mois, il n'a pas représenté de nouveau malaise. Oui, vous en Ça fait prie. 15 ans qu'il est instructeur, c'est ça? Ah mais ça fait, oui. 15 ans, il n'a jamais fait de syncope sur son ULM. Jamais sur son ULM, c'est bien ça le problème. C'est que il conduit des On l'a voitures. jamais interdit de conduire une voiture. Alors pourquoi lui interdire de conduire un ULM? À la limite, de lui interdire d'être instructeur parce qu'il va avoir avec lui des passagers. Mais il n'a jamais fait de syncope pendant les 15 ans. Non, il n'a jamais fait de syncope dans son ULM. Le seul problème, c'est que si un jour il se sent... lui interdire de faire de l'ULM. il n'aura peut-être pas le temps de se poser, moi c'est ça, c'est que, à moins de se poser sur un fil électrique... Si le volant de sa voiture pour les autres, il est plus dangereux en voiture. Il avait des prodromes ou aucun? Il avait des prodromes, il a senti, il a eu cette douleur épigastrique, il a eu des sueurs, il a vomi, et on a reproduit la même chose au type de test, hein, il a eu les mêmes prodromes. En voiture, il peut peut-être se mettre sur le côté, en ULM. On va mettre un peu d'ordre dans la discussion qui est intéressante. Oui. Je prends mon exemple perso. Je suis dur au mal et j'aime pas qu'on me dise non. Donc le truc, c'est trouver toujours des solutions. Quelles sont les solutions que vous pouvez apporter? Alors, les solutions, moi le problème que j'ai avec ce patient, c'est quand même qu'il est aussi hypertendu et que depuis qu'on a arrêté les traitements antihypertenseurs, il a remonté des chiffres tensionnels aux alentours de 160-170 de systolique. C'est quand même, il a déjà une LDL-MI à 1,7, donc on va lui... il faut le traiter. On est obligé de le remettre sous traitement. Sous traitement antihypertenseur, on va favoriser aussi des risques d'hypotension, enfin liés effectivement dans le contexte de la syncope réflexe. On va majorer le risque hypotensif de sa syncope réflexe. Moi, c'est ça qui me gêne le plus, c'est de les laisser sans traitement, ou alors quel type de traitement. Là, son cardiologue traitant l'avait dit sous hypérium. Est-ce qu'il faut plutôt privilégier un traitement bêta-bloquant associé à des techniques comportementales comme on les connaît? Pourquoi on ne prescrit pas effectivement des bêta-bloquants? On bloque le phénomène initial qui est donc l'hyperadrénergie, l'accélération de la fréquence cardiaque initiale qui entraîne la syncope réflexe ensuite avec la réponse vagale. Donc en mettant de petites doses de bêta-bloquants, on règle le problème. Au titre, il s'est pas beaucoup accéléré au titre test quand on l'a mis en inclusion. Par contre, il est resté longtemps radical. Il ne faut pas avoir peur. Au tilt test, il est surtout vasoplégique. En fait. Oui, il est surtout vasoplégique. Le tilt test, il n'était pas isolé, il était sous trinitrine. Oui, il a été sensibilisé. Et on n'a pas fait de manœuvre vagale. Non. Et on n'a pas testé la reproductibilité. La reproductibilité, il a eu 2 malaises graves il y a 2 ans et un malaise grave il y a 5 mois, mais effectivement, depuis, il n'a rien refait. Je veux dire, la notion de malaise vagal est vraisemblable, mais elle n'est absolument pas démontrée. Et il a eu, ça serait une épilepsie temporale, ça donnerait exactement la même chose. Les premiers, en 2012, il avait eu un EEG qui était strictement normal, il a eu un scanner qui était normal. Après, on est même allé jusqu'à la coronarographie au niveau cardiologique pour éliminer une cardiopathie. Je pense qu'on est quand même dans une syncope réflexe. Surtout qu'il y a eu quand même un AVC aussi. Voilà. Qui n'a pas été retrouvé sur le deuxième scanner. Pas retrouvé. Donc un AVC. Il faut le réadapter par le petit test. Qu'est-ce que je fais alors? Alors, Vous avez été assez d'accord avec le Moi, je monsieur monte pas avec lui, ça c'est sûr. oui, je sais plus qui. Je suis assez d'accord avec le monsieur de là tout au fond, et avec madame pour dire que dans un ULM, sauf si je me trompe, la position est assise.
Ça dépend. Non, pas en ULM, on n'est pas forcément assis. Il y a certains, je crois qu'il y en a certains où on peut être allongé. Mais... Ou allongé, bah alors raison de plus. Lui, il est assis dans son ULM. Ouais, il est assis. Donc, donc pour moi, il n'est pas la position ne va pas être le facteur déclenchant de ces syncopes. Moi, je lui aurais justement signé, j'aurais accepté de signer, donc je ne suis pas dans la majorité de la salle, et avec un petit traitement faible en bêta-bloquant pour son problème d'hypertension. Juste, il est classique de dire quand même, quand on fait la conduite automobile ou autre, qu'on ne fait pas de malaise vago, parce qu'on est plutôt concentré et que ce n'est pas un facteur favorisant les malaises vago. Puis on peut le réadapter par le type test, hein. Ça marche bien. Hein. Oui. Oui, sensibilisé par trinitril, mais on peut très bien le tester sans trinitril et le réadapter. Oui. Pas tous à la fois, s'il vous plaît. Pas tous à la fois. Oui. Oui, juste une question là. Ce patient, sur le plan de la fonction somnolale, l'hypersensibilité cytocarotinienne, c'est ça que je vous ai dit, c'est qu'en fait, en refaisant en revoyant toute l'histoire, effectivement, on n'a pas massé. C'est le premier point. Oui. Et parce qu'on peut lutter pour la marche cardiaque, la base physique. Et le deuxième point, moi je pose la question à toute l'assistance, c'est la place du RIBI. On t'a pas entendu. La place du RIBI dans ces situations-là. Ça a été évoqué dans le service. Pas d'explication. Ça a été évoqué dans le service et quand on a eu le test qui était quand même positif, avec en plus il est resté il est resté 12 heures fatigué quand même, monsieur. Hein. Il a fait une syncope, mais après il a eu du mal à récupérer. Il est resté bradycarde, donc on s'est dit on n'a peut-être pas besoin de. Il avait eu 2 haltères rythmiques qui étaient. Et il n'avait pas ressenti, d'ailleurs, jamais ressenti de palpitation. Et il est resté 5 ans sans faire 2 ans. Alors, si vous voulez, parce que le temps tourne, vous voyez, intéressante hein, cette observation. Bon. Alors, finalement, après discussion avec la salle, si on essaie de résumer, peut-être donc effectivement un traitement bêta-bloquant, le retester, c'est ce que vous feriez? Le retester, peut-être de façon à ce moment-là plus complète, reprendre le test, etc. Et puis avec l'idée qu'au fond, il ne s'est jamais rien passé sur son ULM, et donc on revient un petit peu à rétro, là, après cette discussion, on dit, alors, on va redemander l'avis à la salle. Dans ces conditions-là, est-ce que du coup, vous accepteriez d'envisager au moins... Juste une chose à vous dire, oui. Moi j'ai eu un souci avec un pilote de Canadair qui était traité pour une hypertension artérielle, et à chaque fois, on me précisait, la fédération, pas de bêta-bloquant, pas de centraux. Alors je ne sais pas si c'est... Hélicoptère, c'est pas pareil. Non mais c'est pas pour ça, dans le même- c'était erronétique, mais je fais un parallèle avec l'ULM, mais on me précisait à chaque fois, pas de bêta-bloquant, pas de centraux. Alors je ne sais pas si c'est une règle... Déjà, de base. Oui, mais là, on est dans un contexte différent. On n'est pas du tout dans le même contexte effectivement que l'aviation. Bah, un peu quand même, parce que... Alors, non, mais là, il va falloir arrêter, sinon on pourrait vraiment y passer la soirée. Alors, donc, bah, écoutez, pour essayer de conclure, en faisant donc ce que l'on a dit, qui serait prêt à envisager, à revoir sa première décision finalement? Qui serait pour revoir ce problème et accepter donc éventuellement, selon les résultats des examens, de l'autoriser? Allez, et ben, vous voyez, il y a eu... Voilà, je crois qu'on a... Pardon. Ah ben, instructeur, ça posera le double problème. Instructeur, beaucoup plus réticent. Hein. Voilà. Ok.